À la fin des années 1960, un coin isolé du nord de la Finlande est soudain devenu l'épicentre de l'une des vagues d'observation d'OVNI les plus mystérieuses de l'histoire. La région reculée de Pudasjärvi, connue pour ses vastes forêts et ses collines isolées, s'est soudain retrouvée sous les feux de la rampe lorsque des dizaines de témoins ont commencé à faire état d'étranges sphères lumineuses, de perturbations magnétiques inexpliquées et de rencontres mystiques qui se sont poursuivies pendant des mois. Ces phénomènes ont été observés par des personnes allant de fermiers et d'enseignants à des chauffeurs de taxi et des passants au hasard. De mystérieuses lumières sont apparues au-dessus de plaines enneigées, ont plané au-dessus de lacs gelés et se sont déplacées dans le ciel selon des schémas si précis qu'on aurait pu croire qu'il s'agissait de créatures vivantes. Parfois, des familles entières se réveillaient au milieu de la nuit pour découvrir que leur maison était éclairée par une lumière étrange, et les animaux domestiques devenaient fous, hurlant et se précipitant aux fenêtres. Ce qui a fait de Pudasjärvi un endroit particulièrement unique. Ce n'est pas seulement l'abondance des observations, mais aussi leur variété et leur durée. Certains témoins n'ont vu que des éclairs lumineux, d'autres ont décrit des sphères descendantes et des objets en forme de poire, et certains ont même affirmé avoir été en contact avec une intelligence extraterrestre. Ces événements ont suscité un énorme intérêt non seulement en Finlande, mais aussi au-delà, attirant l'attention des chercheurs comme des sceptiques. Que s'est-il passé dans ce coin isolé de l'Arctique? S'agit-il d'un phénomène naturel, d'une expérience militaire secrète ou de quelque chose de complètement différent? Dans cet article, nous allons plonger dans le mystère des événements qui ont secoué Pudasjärvi et tenter de comprendre ce qui se cache derrière les mystérieuses lumières dans le ciel finlandais. Vous découvrirez également l'histoire terrifiante d'un groupe de chasseurs qui a rencontré quelque chose qu'aucun d'entre eux n'a pu expliquer. D'abord, des lumières de brillantes dans le ciel se déplaçant à l'encontre des lois de la physique. Ensuite, un sentiment étrange et pressant que quelqu'un les observait. Mais lorsque les hommes ont ouvert le feu, la situation est devenue incontrôlable. Dans cette vidéo, nous explorons ce qui s'est passé cette nuit-là, qui a tenté de cacher la vérité, et pourquoi, même des décennies plus tard, ceux qui s'expriment en subissent donc les conséquences. La Finlande a connu une forte augmentation du nombre de rapports d'OVNI en 1969. De nouveaux témoignages sont apparus chaque semaine, voire chaque jour. L'épicentre de ces événements était la région de Pudasjärvi, à environ 100 km au nord-est de la ville d'Oulu. Les observations se sont poursuivies pendant au moins 5 mois et, dans un premier temps, aucun rapport officiel n'a fait état de contact étroit. Cependant, certains chercheurs ont affirmé plus tard que l'un des habitants de la région était même monté à bord d'un objet non identifié. En outre, en 1971, 2 frères finlandais ont tenté d'abattre un ovni et, des années de plus tard, un autre homme a déclaré qu'il se trouvait à l'intérieur du vaisseau au moment de l'attaque. Mais parlons de tout dans l'ordre. Des objets lumineux et des lumières ont déjà été remarqués à Pudasjärvi, mais en 1969, leur apparition est devenue particulièrement intense. La principale zone d'activité se situait dans la région de la chaîne de montagnes Isosuote, qui s'élève à 431 mètres au-dessus du niveau de la mer. En Finlande, où le paysage est essentiellement plat, il s'agit d'une altitude importante. Le cas le plus impressionnant s'est produit dans la nuit du 8 septembre 1969. L'un des témoins était le chauffeur de taxi Atte Serkala qui a observé les phénomènes anormaux alors qu'il voyageait avec des passagers. Son rapport, soumis à l'organisation ufologique finlandaise, est devenu l'un des comptes rendus les plus détaillés de ces événements.
Cercala rapporte que lui et ses passagers ont remarqué une étrange lumière à l'horizon. Au début, ils l'ont prise pour un feu de voiture lointain. Mais en se rapprochant, ils ont constaté que la source de la lumière était proche de la route, mais qu'il n'y avait ni voiture ni maison aux alentours. Ils ont arrêté la voiture et ont observé. La lumière s'est déplacée, changeant de trajectoire, apparaissant et disparaissant parmi les arbres. Puis, à l'un des virages, ils ont vu une énorme boule de lumière incandescente qui planait juste devant eux. Le chauffeur de taxi a alors décidé de réveiller un enseignant local, Timo Len, pour qu'il observe l'objet à travers la lunette de son fusil de chasse. Len a confirmé que l'objet était incroyablement lumineux et remplissait tout son champ de vision. Bientôt, sa taille a considérablement diminué et il s'est envolé dans le ciel à grande vitesse. Cette même nuit, de nombreuses autres observations de sphères lumineuses, dont certaines se déplaçaient selon des trajectoires chaotiques en zigzag, ont été enregistrées dans les environs. Après les événements du 8 septembre, les observations se sont poursuivies, avec un pic d'activité en octobre. La nuit, les gens ont vu non seulement des sphères lumineuses, mais aussi des objets en forme de disque. L'un des cas les plus étranges s'est produit le 14 octobre, lorsque le chauffeur de taxi Ate Cercala a de nouveau vu un ovni accompagner sa voiture sur 18 km. En novembre et décembre, le schéma des observations a changé. Les objets sont apparus plus tôt dans la soirée et ont commencé à s'approcher des témoins. À une occasion, un fermier a vu une énorme boule lumineuse descendre derrière une colline. Puis, un faisceau lumineux vertical s'en est détaché, si brillant qu'il a éclairé le voisinage comme en plein jour. Ce faisceau était resté visible pendant 2 heures. Il y a également eu des cas d'objets lumineux planant au-dessus de lignes électriques, les instruments cessant alors de fonctionner et les animaux montrant des signes de panique. 1971. Tir d'ovni et contact mystérieux. L'hiver 1971 a été marqué par l'un des événements les plus sensationnels de l'histoire de Pudasjärvi. 2 frères, Eino et Seppo Kelolampi, qui travaillaient comme chasseurs de neige, ont observé à plusieurs reprises des observations d'ovnis. Un jour, le frère aîné a déclaré que si les objets apparaissaient à nouveau, il ouvrirait le feu sur eux. C'est ainsi qu'une nuit, le jeune frère est entré en courant dans la maison en criant « Ces diables sont encore là !» L'aîné a pris son fusil de chasse et, malgré les moins 20 degrés Celsius, il est sorti en sous-vêtements et a tiré sur la cible. Il était sûr d'avoir atteint la cible, mais l'objet disparut instantanément. Des années de plus tard, Unto Leinonen, un habitant de la région, a affirmé qu'il se trouvait à bord de l'engin au moment du tir. Selon lui, les extraterrestres ont réagi avec surprise et ont demandé « Pourquoi tire-t-il » Leinonen a également affirmé avoir reçu un don spécial de la part des extraterrestres, la capacité de guérir les gens. Il affirme avoir même soigné Boris Eltsine. Pudasjärvi est resté l'une des pages les plus mystérieuses de l'histoire des observations d'ovnis. Pour les sceptiques, il pourrait s'agir de phénomènes naturels ou d'effets psychologiques. Cependant, les nombreux témoins, les photographies, les étranges anomalies électromagnétiques et la nature à long terme des événements rendent ce cas unique. Trop de questions sont restées sans réponse. S'agissait-il de visiteurs d'autres mondes? Ou bien, Pudasjärvi était-il devenu un lieu d'expérimentation? L'histoire reste ouverte et chacun peut tirer ses propres conclusions. Opération Disque d'argent, une tentative ratée d'abattre un ovni dans les montagnes du Colorado. Dans la nuit du 17 novembre 1977, un incident encore controversé par les militaires et les ufologues s'est produit dans une zone reculée des montagnes du Colorado. Un groupe d'hommes armés,
comprenant des membres du service forestier local et plusieurs chasseurs, est entré en contact avec un objet volant non identifié. Ils ont ouvert le feu, mais les conséquences de cette rencontre ont été bien plus étranges que ce à quoi ils s'attendaient. La région des monts San Juan, dans le Colorado, a toujours été considérée comme un terrain difficile. Les agriculteurs et les forestiers locaux signalaient parfois des phénomènes étranges dans le ciel, mais la plupart de ces histoires étaient rapidement oubliées. Tout cela a changé en novembre 1977, lorsque plusieurs personnes ont vu simultanément quelque chose qui défie toute explication. Thomas Gale, employé du service forestier, effectuait une patrouille nocturne de routine dans la région de Lewis Pass lorsque son attention a été attirée par des lumières brillantes apparaissant au-dessus de la forêt. Il a d'abord pensé qu'il s'agissait d'un hélicoptère ou d'un avion effectuant une opération de recherche. Mais l'objet se comportait différemment des véhicules normaux. Il planait au-dessus du sol, se déplaçait silencieusement et manœuvrait à des angles impossibles pour des véhicules terrestres. Gale arrête la machine et dirige un projecteur vers l'objet. Un instant plus tard, les lumières s'éteignent et la forêt tombe dans un silence inquiétant. Le lendemain, plusieurs chasseurs locaux campant près du col rapportent avoir vu des lumières similaires. Ils affirment que l'objet se déplace à basse altitude, au-dessus des arbres, et qu'il émet un léger bourdonnement. L'un d'entre eux, Jack Lawson, avait avec lui une paire de jumelles très puissantes. Grâce à elles, il a pu distinguer des détails. Un disque à l'éclat métallique, de légers panneaux scintillants sur les côtés et un dôme faiblement lumineux sur le dessus. Selon Lawson, l'objet a plané au-dessus du sol pendant au moins 5 minutes, puis s'est élevé rapidement. Les hommes, enivrés et encouragés par leur propre sans-crainte, en conclurent que quelqu'un les écoutait ou les étudiait peut-être. Ils décidèrent que si l'OVNI revenait, ils essaieraient de l'abattre. Lorsque l'objet réapparaît le lendemain matin, les hommes s'y sont prêts à passer à l'action. Les lumières de brillantes survolent à nouveau la forêt, planant lentement et silencieusement entre les arbres, comme pour étudier le terrain. Cette fois, les chasseurs décident de ne pas attendre. Jack Lawson est le premier à dégainer son fusil et, retenant son souffle, appuie sur la gâchette. Le bruit du coup de feu résonne dans la forêt, suivi presque simultanément par une succession d'autres coups d'arme de feu. Les balles, tirées par des fusils de chasse surpuissants, auraient dû au moins laisser des traces sur la coque de l'objet. Mais il ne s'est rien passé. L'objet n'a pas bronché, n'a pas changé de trajectoire, n'a pas montré de signe d'endommagement. C'est comme si l'impact des balles n'avait aucune importance. Les hommes jettent un coup d'œil autour d'eux, leur excitation commençant à se transformer en inquiétude. C'est alors que l'objet réagit. Sa lumière s'intensifia soudain, se reflétant dans les troncs d'arbres, avec une lueur froide, presque mercurielle. Il y eut un grondement sourd, comme le son d'un transformateur en fonctionnement, et l'espace autour de l'objet sembla trembler. Dans la même seconde, l'air s'emplit d'une pression étrange et invisible qui envahit toutes les personnes présentes, les faisant reculer. Il n'y a pas de chaleur, mais chacun ressent un picotement aigu sur la peau, comme si son corps se trouvait soudain dans une zone électromagnétique puissante. Frank Douglas a l'impression que ses cheveux commencent à se soulever et sa respiration devient difficile, comme en haute altitude. Thomas Gale, qui se tenait un peu à l'écart des autres, sentit sa tête tourner et un son étrange et aigu, comme de l'électricité statique, retentir dans ses oreilles. Tout cela n'a duré que quelques secondes, mais les chasseurs sont paralysés par la peur. L'un des hommes tente de tirer à nouveau, mais ses mains tremblent, tellement qu'il n'arrive pas à appuyer sur la gâchette. L'objet continuait à planer, immobile, mais tous avaient maintenant l'impression qu'il les regardait, non pas avec ses yeux, mais d'une manière intangible,
comme s'il étudiait leurs intentions. Puis, aussi brusquement qu'il avait commencé, l'objet disparut. Il ne s'est pas envolé instantanément dans le ciel, comme le font les avions, mais il a commencé à s'élever lentement, comme s'il s'éloignait dans un air devenu soudainement visqueux. En quelques secondes, il disparaît dans le ciel nocturne, ne laissant derrière lui qu'un sentiment d'irréalité. Les chasseurs restent silencieux. Personne ne sait quoi dire. Puis Lawson poussa soudain un cri, s'agrippant à son bras, la peau couverte de petites taches rouges qui ressemblaient à des brûlures. Douglas constate avec horreur que sa boussole ne fonctionne plus, et Thomas Gale a l'impression d'avoir perdu toutes ses forces d'un seul coup. Mais le pire est encore à venir. Alors que les hommes abandonnent leurs armes et se hâtent vers leur camp, leur radio n'émet qu'un bruit blanc. Tous les instruments, y compris les torches et les montres, tombent en panne simultanément. Il semble que l'électronique ait été supprimée ou déchargée par une influence inconnue. Quelques heures plus tard, les militaires sont arrivés. Leur arrivée fut soudaine et étrange. Plusieurs camions et un hélicoptère qui planaient au-dessus des arbres, comme s'ils cherchaient quelque chose. Les soldats ne perdent pas de temps à s'expliquer et encerclent immédiatement le camp, obligeant les chasseurs à se tenir à l'écart pendant qu'ils ratissent la zone. Malgré l'heure matinale, il était évident que les militaires étaient arrivés à dessein. Ils n'ont pas demandé aux chasseurs ce qui s'était passé, mais ont agi comme s'ils savaient trancher déjà ce qu'il fallait chercher. Les hommes en uniforme examinaient les arbres, regardèrent le sol, utilisaient des sortes d'appareils qui ressemblaient à des détecteurs. Et toutes les quelques minutes, quelque chose était signalé par radio. Les chasseurs ne comprenaient même pas ce qui se passait jusqu'à ce qu'un des officiers s'approche et réclame leurs armes. Aucune réponse n'a été donnée à une question directe sur les raisons pour lesquelles ils devaient les remettre. Au lieu de cela, les chasseurs ont simplement reçu l'ordre de se taire et de signer des documents. L'un des hommes, Jack Lawson, refuse et se retrouve immédiatement le visage dans le sol et les mains du soldat sur ses bras. À ce moment-là, la peur que les chasseurs avaient ressentie pendant la nuit a été remplacée par un sentiment écrasant de catastrophe imminente. Il semblait que tout ce qui se passait sortait du droit commun, que les militaires obéissaient à des ordres inconnus plus importants que toute explication. Quelques minutes après l'apparition des militaires, le cri d'un soldat qui avait découvert quelque chose sortit des buissons voisins. Tout le monde se dirigea instantanément vers lui. Sur l'herbe gisaient leurs cartouches. Elles ne semblaient rien avoir d'anormal. Ils avaient en effet tiré pendant la nuit, mais lorsque le soldat la ramassa, il se rendit compte qu'elle était complètement déformée, comme si elle avait heurté quelque chose d'une dureté inimaginable. Le pire, c'est qu'il n'y avait aucune trace d'impact sur les arbres. La balle avait disparu sans laisser de traces dentelées, sans toucher les troncs, et pourtant sa surface donnait l'impression d'avoir été poussée contre un matériau impossible à pénétrer, même par des armes à feu. L'histoire, qui semblait avoir été effacée de la mémoire des témoins, a pourtant refait surface des années plus tard. Elle nous est parvenue par une coïncidence que les chasseurs eux-mêmes n'auraient même pu prévoir. Des décennies après cette nuit, l'un des participants survivants, Jack Lawson, déjà âgé, s'est retrouvé à l'hôpital à la suite d'une attaque cérébrale. Il ne pouvait plus parler comme avant, mais ses pensées, ses réflexions et, surtout, les peurs qu'il avait insentées pendant toutes ces années, commençaient à s'exprimer. L'infirmière qui s'occupait de lui était sa petite fille. Elle se souvient que, lorsqu'il était enfant, son grand-père s'exprimait souvent par des phrases sibyllines, parlant de soldats dans les bois et d'une balle qui ne pouvait pas les atteindre. Mais la principale leçon que personne n'a jamais tirée de cette histoire est la suivante.
Qu'est-ce que l'armée essayait de cacher au juste? Et comment se fait-il qu'aujourd'hui encore, des décennies plus tard, ceux qui en parlent sont toujours surveillés? C'est tout pour l'instant. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à l'aimer, à écrire dans les commentaires ce que vous pensez de cette histoire mystérieuse et à partager vos théories. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer de nouvelles enquêtes passionnantes sur les mystères qui se cachent de nous. Rendez-vous dans les prochaines vidéos.